Culture Soccer. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Je suis comme d'habitude un de vos animateurs, le rédacteur en chef de Culture Soccer, Adi Raphaël. Je suis rejoint par le co-rédacteur en chef, Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien aujourd'hui? Ça va très très bien, toujours à Paris, toujours confiné, mais toujours le moral et toujours partant pour parler un peu de soccer américain. Exactement, pareil pour moi. Et cette fois-ci, on a aussi un excellent un invité de marque qui est là, Wilfried Zahibo. Salut Wilfried, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va très bien, merci. Ouais, comment et où tu vis ton confinement présentement? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Est-ce que tu t'ennuies un peu trop? Ou comment ça se passe pour toi? Ça va, moi je suis à Boston. Ça commence un peu à faire long, mais on s'y fait et on prend notre mal en patience. Il y a les entraîneurs de New England qui t'ont donné un petit programme sportif pour rester en forme, j'imagine? Oui, on a un programme sportif tous les jours. Après, j'essaie d'aller courir le matin et de faire le programme l'après-midi. Comme ça, je monte ma journée un peu comme ça pour faire passer le temps, en fait. Parfait. Donc, en plus de la course, tu peux nous parler un peu de ce programme que tu as? Qu'est-ce que tu fais exactement? On a un programme basé avec des vélos, en fait. On essaie de faire 45 minutes de vélo avec un programme de renforcement et de musculation pour essayer de rester fit. Ok, cool, excellent. Est-ce que y a un aspect qui est cruellement difficile d'entraîner pendant que tu es en confinement? Par exemple, c'est sûr, ça doit être difficile, par exemple, de jouer au ballon. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as trouvé un certain moyen de contourner tout ça, de pouvoir jouer au ballon, de jouer peut-être le jeu de pied, quoi que ce soit, ou c'est quand même assez difficile? Oui, c'est très compliqué parce que au foot, on a l'habitude d'être avec des coéquipiers, on n'a pas l'habitude d'être seul, entre guillemets, et c'est très compliqué. Mais bon, après, je pense qu'on est tous dans cette situation et on s'y fait comme on peut. Ouais, ça va être pas facile, mais j'imagine que tous vos coéquipiers sont de toute façon dans le même bateau. On va revenir sur ta carrière en général. D'abord sur ton petit parcours européen, puis après vraiment basé sur la MLS. Pour te présenter rapidement, tu joues au milieu défensif souvent. Tu es né en France, à Marseille, et tu as commencé ta carrière de jeune en Corse, à Ajaccio. Mais tu joues aussi pour l'équipe nationale de Centrafrique. Et on voulait savoir, voilà, comme tu as fait ta formation à Ajaccio, mais que tu es né à Marseille, est-ce que comment tu es passé du sud à la Corse, et en tant que Marseillais, est-ce que tu es fan de l'OM? Alors, je suis né à Marseille, mais en fait, j'ai grandi en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Mais... oui, on connaît Guadeloupe, mais on ne savait pas que tu avais grandi en Guadeloupe. Voilà, donc j'ai grandi en Guadeloupe, que mes parents ils ont été mutés là-bas, et donc j'ai commencé le foot en Guadeloupe. Et après, j'ai eu la chance d'arriver à Ajaccio. Donc, fan de Marseille, non. De Marseille, non. Je suis un traître. En fait, la petite histoire, c'est que le premier match de football professionnel que je suis allé voir, c'était PSG Monaco, avec Ronaldinho à l'époque. Donc, du coup, je suis resté fan du PSG. Qui ont été sacrés champions littéralement il y a 1 heure, je crois. Waouh, écoute, je t'aimais bien. Moi, je m'en vais. À tout à l'heure. Voilà. Non, je blague parce que étant fan de l'OM moi-même, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Bon, ok, c'est une belle histoire. Donc, on pensait que étant né à Marseille, c'était automatique que tu étais fan de Marseille, mais finalement, bon, écoute, comme quoi il y a des histoires pour tout le monde, comme tu le dis. Mais en 2013, à 20 ans, finalement, tu as rejoint l'Espagne et la 3e division avec, j'ai du mal à le prononcer, mais Fuenlabrada. Pourquoi ce changement? Est-ce que tu n'avais pas la confiance du coach à Ajaccio? Ou bien est-ce que c'était juste une opportunité que tu as eue d'aller en Espagne? En fait, le coach qui m'avait fait monter en pro, Pantaloni, a été viré après la descente en Ligue 2. Ok. Donc, il y a Ravanelli qui est arrivé. Et en fait, il est arrivé avec tout son staff et, entre guillemets, ses joueurs, et il a envie de remonter en Ligue 2, et il m'a dit clairement qu'il ne comptait pas sur moi parce que j'avais pas beaucoup joué, et qu'entre guillemets, c'était ma première saison en pro. Après, il m'a averti un peu trop tard, donc j'ai pas eu le temps de trouver des clubs en France à cette époque, parce que je voulais jouer en Ligue 2.
Et l'opportunité s'est présentée de partir en Espagne et de tenter une nouvelle aventure, et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Oui, bah, tu es passé donc, comme il disait, à Fuenlabrada, et ensuite tu es signé avec Valencia ou Valence. Donc tu as fait un petit peu l'équipe 2, puis 2 matchs avec l'équipe première lors de la saison 2015-2016. Tu gardes quel souvenir de ce club qui est quand même assez immense dans le paysage du foot espagnol? Un très bon souvenir, hein, Valence. Pour tout jeune, ben, c'est le rêve de jouer dans un grand club, et j'ai eu l'opportunité de le faire, donc vraiment un très bon souvenir. Ouais, effectivement, surtout que malheureusement, ça s'est pas normal, ça n'a pas pu prolonger aussi à Valence. Puis tu as finalement quitté le club, et puis c'est là le 11 janvier 2018 que tu as signé avec le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, après un passage de 2 ans avec le Gymnastique de Tarragone en Division 2. Est-ce que tu as eu des propositions pour rester en Europe, ou comment ça se fait que tu aies choisi le Revolution en fait? Oui, j'avais eu quelques propositions pour rester en Europe. Après, je voulais vraiment être dans un club où on me faisait totalement confiance, et où on me voulait vraiment. Et Brad Friedel m'avait appelé par l'intermédiaire de Gary Neville, que j'avais eu à Valence. Et ça s'est fait parce que ils m'ont montré vraiment qu'ils croyaient en moi et qu'ils me voulaient vraiment, quoi, tout simplement. Et justement, c'était un peu la question suivante, mais tu la lis bien. Mais est-ce que Brad Friedel, c'était le facteur qui a vraiment décidé de ton choix de signer à la Nouvelle-Angleterre? Ça a été plus Gary Neville, parce que c'est lui qui m'a appelé directement, et c'est lui, entre guillemets, qui m'avait poussé avec l'équipe première à Valence. Et c'est quelqu'un, entre guillemets, que j'admirais logiquement, mais en qui je croyais, et que je crois toujours, et qui m'a vraiment poussé à prendre cette décision. Mm-hmm. D'accord. Et puis, quand tu arrives, quand tu signes déjà, est-ce que tu connaissais le club? Est-ce que tu avais déjà entendu parler du New England Revolution, ou est-ce que c'était un peu, puis c'était un peu, bon, quand tu as parlé avec Gary Neville, quand tu as parlé à Brad Friedel, c'est là où tu as commencé à t'informer pour savoir quel genre de club c'est, ou est-ce que tu suivais déjà un peu la MLS puis le club du Revolution de la Nouvelle-Angleterre? Je suivais la MLS. Après, oui, je connaissais New England Revolution, mais je ne connaissais pas plus que ça. Je ne connaissais pas très bien la ville. Je savais, parce que moi, j'étais un fan à l'époque de Charlie Davis, et je savais qu'il était passé par là. Donc je connaissais, mais pas plus que ça, en vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être nos auditeurs, Charlie Davis a joué pas mal à New England Revolution, et puis il était passé en France à Sochaux. C'est peut-être là que tu l'as connu? Ouais, à Sochaux, parce qu'à l'époque, c'était le grand Sochaux. Donc, je l'ai connu par là, et j'ai connu son histoire, et après, j'ai suivi pas mal. Et après, c'est vrai que j'avais vu qu'il avait signé là-bas. Et quand tu arrives dans l'effectif de ce New England, tu connais quelques joueurs, par exemple Claude Diana ou d'autres? À l'époque, c'était que Claude Diana, parce qu'il avait joué à Ajaccio après moi. Mm-hmm. Donc, du coup, vu que je revenais souvent à Ajaccio, j'avais pu le croiser, mais c'était vraiment le seul, en fait. Parfait. Puis avec Brad Friedel, il venait aussi, lui, juste d'arriver. Et puis le but, c'était de commencer un nouveau cycle, parce qu'on sait que le Revolution avait un peu de mal dans les dernières années. Est-ce que tu as senti que c'était le début d'un nouveau cycle une fois que tu es arrivé en 2018? Tu as senti qu'il y avait une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau au sein du vestiaire? J'ai vraiment senti que c'était le début d'un nouveau projet, parce que c'est vrai que il y avait des joueurs qui avaient même gagné des titres, qui ont poussé vers la sortie. Il y avait pas mal de changements qu'il a essayé de mettre en place. Donc ça s'est vraiment noté très vite. Et ça a commencé plutôt bien, on va dire. Il y avait des idées tactiques, comme il y avait un 3-5-2 qui a commencé un petit peu. Mais finalement, la fin de saison a été compliquée en 2018. Il n'y a que 3 victoires dans les 17 derniers matchs, et vous finissez 8e. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon toi, avec le recul, qui allait fondamentalement pas dans cette équipe, ou est-ce que c'était juste une mauvaise dynamique de groupe? On avait très très bien commencé. Après, c'est vrai que ça a été compliqué sur la fin. Au jour d'aujourd'hui, je peux toujours pas te donner la réponse exacte du pourquoi, du comment, mais c'est vrai que quand tu rentres dans une dynamique négative, c'est très compliqué de s'en sortir. Il faut trouver les bonnes solutions, et ça n'a pas été fait, tout
simplement. Ouais, non, c'est ça. Mais pourtant, en 2019, vous êtes reparti de nouveau avec le même entraîneur, donc avec Brad Friedel. Est-ce que vous avez des ambitions un peu différentes? C'était quoi les ambitions avec cette équipe? Est-ce que Friedel avait changé certaines choses dans le vestiaire, dans sa manière de faire? Parce qu'on sait que c'était sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club. Brad Friedel, on connaît tous sa carrière en tant que gardien de but. Mais est-ce que tu as senti que c'était un nouveau Brad Friedel ou c'était du pareil au même entre 2018 et 2019? Après, il y a peut-être quelques détails qui ont essayé d'être changés. Après, c'est quelqu'un qui arrive avec sa même philosophie, sa même manière de travailler. Et du fait qu'on avait mal fini l'année d'avant, ben, automatiquement, le retour a été un peu compliqué aussi. Mais au final, il ne restera pas, parce qu'il est licencié 2 ou 3 mois plus tard en mai. Est-ce que c'est compliqué toujours de le dire parce que tu es un joueur de New England, mais dans le vestiaire, est-ce que tu avais l'impression que c'était peut-être le bon moment pour changer d'entraîneur et que finalement, Friedel, ça allait plus avec les joueurs? Après, c'était compliqué, mais après, c'est vrai que il y a deux choses. Brad Friedel, franchement, c'est quelqu'un que je respecterai toujours parce que pour sa carrière et pour tout ce qu'il a fait. Après, c'est vrai que comme tout le monde, hein, une première expérience, c'est pas souvent la bonne. Ça c'est pas très bien fini, mais je pense qu'après le changement était mieux pour tout le monde. Après, on pouvait pas changer 18 jours sous contrat, donc ça a été la solution la plus facile. Ouais, exactement. C'est souvent le bouc émissaire, l'entraîneur, bien évidemment. Après, bon, des fois, avec raison, d'autres non. On laissera nos éditeurs juger si jamais c'était la bonne décision ou non. En tout cas, les résultats avec son successeur, Bruce Arena, qui est aussi un homme très reconnu, un entraîneur. Là, on passe d'un entraîneur qui était un peu bleu dans le métier à un entraîneur qui était vraiment chevronné, très reconnu en Amérique du Nord. Est-ce que toi, tu le connaissais quand il a été choisi? C'est un entraîneur, vu que tu suivais la MLS, je suppose que tu connaissais un peu, mais est-ce que tu avais déjà un certain parti pris? Tu savais déjà à quoi t'attendre déjà? Je connaissais, comme tout le monde, parce que quand tu suis la MLS de l'étranger, tu es souvent fan des grandes stars et de Los Angeles. Et j'avais vu gagner des titres, je crois que c'était Beckham, Keane, ils avaient vraiment une grosse équipe. Après, je connaissais pas vraiment le personnage et sa manière de voir le football et de la personne de l'intérieur. Mais oui, je connaissais forcément. Et comme vous êtes vraiment passé, comme le disait Adi, du foot au rien, entre un Friedel qui avait sûrement des habitudes plus européennes, parce que j'imagine que c'est là où il a appris les bases de l'entraînement, et puis avec sa carrière, c'est là où il a peut-être beaucoup appris en tant que joueur. Et d'un coup, vous passez à Arena, qui est un entraîneur vraiment habitué à la MLS. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence de méthode à l'entraînement et puis du point de vue tactique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? La différence, c'est tout simplement, je crois que c'est l'expérience en fait, parce que Brad Friedel il a énormément de qualité, mais après c'est vrai que l'expérience de coacher pendant beaucoup d'années, l'expérience de gagner des titres, au final ça joue vraiment. Bruce il arrivait avec un staff qui parlait entre guillemets le même langage et avec une certaine sérénité, un calme malgré la situation, et ça s'est vu directement. Juste pour continuer là-dessus, est-ce que c'est cliché un petit peu ou est-ce que Bruce Arena c'est vraiment quelqu'un qui sait parler aux joueurs et qui est vraiment dans le management plus de la personne plutôt que de l'aspect tactique? Je dirais que c'est quelqu'un qui sait parler aux hommes, qui sait parler à ses joueurs. C'est quelqu'un de très simple, malgré ce qu'on peut voir. C'est vraiment quelqu'un de simple, de rigoureux, et il a une manière et une approche par rapport au foot et par rapport au groupe qui fait que tout le monde se sent valorisé, et tout le monde a envie de faire les efforts, et ça se ressent vraiment au fil du temps. Parfait. Et puis, avec, bien évidemment, Bruce Arena, mais aussi avec la signature de Gustavo Bou, la machine se relance et vous finissez sur très, très, très bien la saison, vous qualifiant même pour les playoffs, quelque chose qui était presque inespéré du temps de Brad Friedel, plus que Gustavo Bou, qui était bien évidemment une des raisons pourquoi vous avez réussi à faire ce bon parcours. Mais c'est quoi qui a changé avec Bruce Arena? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette équipe s'est métamorphosée passant d'une équipe qui était
pas très bonne à une équipe qui était vraiment sur une très bonne route. Beaucoup pensaient que vous alliez faire un très bon parcours, même en playoffs, de là à vraiment surprendre beaucoup d'équipes. Ben, tout simplement, quand un entraîneur arrive et il arrive à faire croire à un groupe que c'est possible, croire à un groupe qu'il y a du talent, ben, ça se fait ressentir. Après, c'est vrai qu'il y a eu la signature de Gustavo qui a rajouté une petite pièce au puzzle. Mais c'est vrai que on se sentait vraiment intouchable à ce moment-là. Et ça s'est ressenti dans les résultats, même si on arrivait même à deux fois être mené au score. Mais on avait toujours cette confiance et cette tranquillité qu'à tout moment, on allait revenir ou même gagner le match. Donc, c'est assez important. Et ça avait l'air de pas mal continuer sur 2020. Parce que vous aviez aussi recruté des joueurs assez solides comme Bushka ou Butner, l'ancien de Manchester United. Et avec ces joueurs-là, mais aussi toi-même, et Gustavo Bou, Gilles ou Thierry Bunbury, c'était quoi l'objectif pour cette saison? Est-ce que Bruce Arena vous a dit que c'était les playoffs ou c'était d'être même un peu mieux? Ce qu'on a vu pas mal de commentateurs de la MLS qui vous ont donné, pas forcément dans les 3 favoris, mais dans les outsiders qui pouvaient prétendre à un beau rôle cette année en MLS. Bon, c'est vrai que l'objectif est devenu vraiment les playoffs, mais les playoffs, c'est vraiment, avec Bruce, devenu quelque chose de minimum. On va jouer match après match et essayer de gagner le plus de points possible. Après, c'est vrai que le club a investi beaucoup et quand un club investit, il veut un retour sur investissement et il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, ce que tu as dit, et pour rapporter un plus, et je pense que ça va vraiment nous aider. Oui, exactement. Et puis toi, bon, comme on l'a dit en début de podcast, tu es milieu de terrain défensif, donc New England joue souvent avec 2 milieux de terrain un peu plus reculés. Donc toi, tu te retrouves souvent avec Caicedo, même si de temps en temps, il y a Caldwell et Rowe qui sont là. Comment tu vois la distribution des rôles entre toi et les autres milieux de terrain? Parce qu'il y a quand même de la concurrence, elle est quand même assez féroce. Oui, il y a de la concurrence. Après, c'est le football. Avec Bruce, chacun sait très bien le rôle qu'il a apporté. Chacun a ses qualités et il me demande tout simplement de jouer avec les miennes, d'apporter ce que je peux apporter. Et le fait que ce soit aussi clair fait qu'il n'y ait pas de doute pour chacun, quoi. Et sur le club en général, le New England Revolution, c'est un club qui est dans une région de Boston où il y a énormément d'autres clubs sportifs, notamment les Patriots avec qui vous partagez le stade. Est-ce que tu sens quand même à Boston ou dans la région qu'il y a une importance du Revolution et peut-être les fans sont là quand tu te balades en ville, ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même des fans dans les pubs peut-être pour voir vos matchs? Comment tu sens un petit peu la culture autour de ce club? Après, à Boston, c'est vrai que c'est une ville un peu compliquée dans le sens où tous les autres sports, entre guillemets, ce sont des équipes qui gagnent les ligues, qui gagnent les championnats, que ce soit les Patriots ou les Celtics, ou encore même les Bruins ou les Red Sox. Donc, on arrive derrière. Après, c'est vrai qu'il y a une culture qui essaie de changer, et cela vient avec les résultats, quoi. Donc, c'est vraiment le challenge. Le challenge, c'est vraiment ça, quoi. C'est même plus de jouer les playoffs, c'est de bousculer la hiérarchie, et pour bousculer la hiérarchie, il faudrait des titres. Ouais, non, c'est sûr que c'est plus facile quand les titres, quand vous remportez des titres. Par contre, j'aimerais te parler. Bon, souvent, malheureusement, vous jouez dans le stade, malheureusement ou heureusement, vous jouez dans le stade des Patriots aussi. Est-ce que souvent ça sonne un peu creux parce qu'on s'entend que c'est un énorme stade, et même si des fois il y a quand même de belles foules de 15 000, 20 000 personnes, ça sonne quand même assez, ça paraît assez vide. Est-ce que c'est quelque chose qui est décevant pour un joueur de voir un stade pas rempli, même en sachant qu'il est bien plus gros que ce que les autres équipes MLS sont? Après, c'est vrai que tout joueur préfère jouer dans un stade rempli. Après, c'est vrai qu'on a souvent 15-20 000 spectateurs, comme tu l'as dit, mais 15-20 000 spectateurs dans un stade de 80 000, c'est différent. C'est vrai qu'il y a toujours cette idée de construction de stade qui est dans l'air. J'espère qu'elle va être entreprise très vite, parce que ça fait toujours la différence d'avoir un stade plein. Parfait.
Aussi une autre question, au niveau du staff, du centre d'entraînement, est-ce que, par exemple, je veux dire en fait des installations de New England, du Révolution de Nouvelle-Angleterre, on a parlé bien évidemment du stade en tant que tel, mais les installations, les préparations et ainsi de suite, est-ce que tu as été impressionné, est-ce que tu t'attendais à ce genre d'installation en MLS, est-ce que c'est de bonnes installations, est-ce que par rapport à l'Europe, par exemple, si jamais tu as un joueur européen qui t'appelle, comment tu décrirais ces installations-là? Impressionné, oui, clairement, parce que quand je suis arrivé, elle n'y était pas et on avait l'habitude de s'entraîner sur le stade ou sur un autre pelousé. Après, c'est des efforts qui ont été faits par le club et vraiment les installations, objectivement, pour moi, sont l'une des grands clubs européens. On manque de rien au niveau des installations d'entraînement. Il y a vraiment tout, que ce soit par rapport à la salle de gym, les 4 terrains qu'ils ont rajoutés ou tout ce qu'il peut avoir. Ouais, vous avez refait d'ailleurs non, le centre d'entraînement récemment ou il est encore en projet? Non, il a été terminé. Donc, on a commencé la saison dans le centre d'entraînement. Donc, très heureux de pouvoir avoir des installations de la sorte. Mm-hmm. Et tu parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un projet de stade, ou en tout cas que ça en paraît. Est-ce que pour toi, ce serait le moment un petit peu aussi de déménager cette franchise pour qu'elle parte à Boston, dans la ville même? Après, ça serait pour l'équipe, entre guillemets, ça serait le mieux. Après, faudra voir par rapport à Monsieur Kraft, s'il veut vraiment le faire ou si ça va vraiment être un projet qui va être abouti. Mais après, c'est vrai que pouvoir être dans Boston même et faciliter l'accès à tous les supporters et d'avoir l'opportunité de jouer dans un stade rempli serait le mieux. Mais d'ailleurs, toi qui vis à Boston, du coup, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une culture du soccer à Boston? Est-ce que tu vois dans le centre-ville, les jeunes peut-être aller dans les bars, regarder les matchs? Et est-ce que la ville pourrait vraiment... est-ce que c'est facile aussi de construire un stade là-bas, mais surtout, est-ce que les fans pourraient vraiment venir de la ville pour faire un petit peu comme ce que fait le LAFC avec un stade en plein centre? Il y a vraiment une culture, après, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on passe après les autres. Donc, si tu passes après le basketball, après le baseball ou après le football américain et que tu as un stade à 40 minutes du centre-ville, ça complique encore plus les choses. Avoir un stade dans le centre-ville faciliterait l'accès pour tous les supporters et tous les amateurs. Parfait, parfait. Tu as mentionné un peu Monsieur Kraft un peu plus tôt. Donc, pour ceux qui savent pas déjà, pour répondre un peu aux questions peut-être de nos auditeurs qui doivent se poser, on parle un peu de Boston parce que le Gillette Stadium, qui est le stade de Revolution, il est à Foxborough, qui est quand même assez loin du centre-ville de Boston. Donc, beaucoup de personnes réclament à ce que le nouveau stade se retrouve à Boston. Et par rapport à Monsieur Kraft, quelle est la relation de M. Kraft avec les joueurs? Est-ce que vous le voyez souvent? Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce quelqu'un qui rentre dans le vestiaire de temps en temps? Parce qu'on le voit par exemple en France ou dans n'importe quel pays dans le monde, il y a différentes sortes de propriétaires. Est-ce que vous avez une relation avec M. Kraft? Oui, il a tendance à venir souvent dans le vestiaire avant les matchs. Mais après, c'est vrai qu'il vient quand c'est des matchs importants, mais il y a aussi Jonathan qui vient aussi, et lui, il vient un peu plus régulièrement. C'est son frère, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Juste pour être sûr. Il a quel rôle chez les New England Revolution? C'est le boss, tout simplement. Hein. C'est celui qui prend les grandes décisions et on a vraiment la chance qu'ils suivent l'équipe et qu'ils ont aussi changé, entre guillemets, la mentalité et commencé à investir vraiment dans l'équipe de soccer, et comme vous avez pu le voir, avec des signatures comme Carles Gil ou Gustavo Bou, Butner ou Bushka. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un élan un petit peu récemment dans cette équipe de New England et on les voyait vraiment bien partis pour la saison 2020. Une autre question un peu plus sur la MLS et la culture maintenant. Tu as dû faire pas mal de stades en 2 ans. Est-ce qu'il y a un stade que tu as préféré en MLS, à part du coup le tien, que ce soit dans ta conférence ou la conférence Ouest? Un stade, je dirais plus, ouais, peut-être celui de LAFC. LAFC, c'est comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un grand stade, mais c'est un beau stade, mais full à chaque match, quoi, avec des supporters. Nous aussi, on a la chance d'avoir des très bons supporters.
Après, on n'a pas la chance d'avoir un stade full parce que il fait 80 000 places, mais je pense que c'est l'un des plus beaux stades et une des plus belles ambiances en MLS actuellement. Parfait, parfait. Et si jamais on veut aller dans l'autre côté, dans l'autre sens, est-ce que il y a un stade que tu n'as vraiment pas aimé, ou je sais pas si ça te dérange de le dire, mais il y a un stade que tu n'as pas détesté, mais dans lequel tu te demandes pourquoi je viens jouer ici. La plupart des supporters de la MLS sauront exactement de quel stade je parle, mais est-ce que pour toi, il y en a un qui te dérange un peu plus que les autres? De quel stade vous parlez? Celui des Yankees, malheureusement, c'est pas un stade de foot. Puis je peux te dire que tous les supporters de la MLS, en tout cas beaucoup d'entre eux, sont choqués de voir un stade pareil pour New York City FC. Est-ce que c'est pareil pour vous, les joueurs? Est-ce que vous sentez aussi que c'est quand même difficile de jouer sur ce genre de terrain-là? Ou est-ce qu'il y a un autre stade que t'aimes pas trop? C'est le seul. C'est pas que les joueurs ne l'aiment pas, mais c'est que c'est le seul stade où réellement tu es un peu perdu sur le terrain parce que tu n'arrives pas vraiment à apprécier la longueur des lignes. Au final, c'est un grand stade, mais le terrain il est assez petit et c'est vraiment le stade où c'est vraiment pour moi personnellement le plus compliqué à MLS ou dans la conférence Est. Oui, c'est vrai que c'est compliqué en plus de s'imposer à New York, hein. Beaucoup le disent. Et il y en a un à l'ouest je sais pas si, tu as parlé de Los Angeles, mais on parle souvent de celui de Portland par exemple. Est-ce que l'ambiance un peu authentique là-bas te plaît? Après moi, Portland c'est un stade que j'adore. Franchement, j'adore l'ambiance, le stade, l'atmosphère. La tronçonneuse. Ouais, ça fait partie du show, donc c'est assez cool de jouer là-bas. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais à New England, vous avez des mousquets qui sont tirés à chaque fois. Ouais, des vieux fusils un peu de l'époque, vraiment des débuts des États-Unis qui sont tirés à chaque fois que vous marquez un but. Est-ce qu'il y a d'autres folklore comme ça à New England, ou est-ce que tu aimes bien ce côté un petit peu très américain? Ouais, j'aime bien. Après, ça fait partie de la culture ici. C'est vraiment sympa parce que aussi, quand c'est la première fois que tu viens jouer chez nous et même à l'entrée à l'entrée quand tu rentres sur le terrain, ils commencent à tirer les coups de fusil. Et tu sais très bien que si tu t'arrives à marquer un but, ils vont le tirer. C'est assez spécial. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un joueur que tu connaissais pas avant? Quand tu jouais en Europe, que tu n'avais pas trop entendu parler, quand tu es venu en MLS, quelqu'un qui t'a ébloui, ou tu étais là, ok, lui, ok, c'est un autre niveau. Est-ce qu'il y a un joueur que tu peux nous nommer qui t'a vraiment impressionné? Un ou des, si jamais tu vas en nommer plusieurs, il n'y a aucun problème. Mais que ce soit des coéquipiers, j'aimerais que tu me donnes peut-être un coéquipier ou deux coéquipiers, puis un autre en dehors de New England, si possible. Après, si je devrais dire New England, je dirais Christian Peña. Ouais, tout un joueur. C'est vraiment le joueur que tu aimes regarder à la télé, en fait. Tout simplement, ouais. Celui qui déséquilibre, qui en un contre un, peut éliminer n'importe qui. Après, dans un autre club, je dirais Almiron. C'est vrai qu'Almiron, ça a été vraiment un wow, quoi. Quand tu le vois jouer et tu joues contre lui, tu sens que c'est un joueur différent. Ouais, surtout que toi, tu étais souvent assigné à défendre contre lui, donc ça a dû être parce que lui jouait au milieu de terrain, donc en tant que milieu défensif, souvent le rôle te revenait à toi. Est-ce que c'était difficile de le contrer? C'est que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité, qui est très très rapide, même si on dirait pas, ça a vraiment été compliqué. Après, je me suis pas trop mal sorti, mais c'est vraiment le joueur entre guillemets qui marque la différence. Et il y en a d'autres, je sais pas si je peux te lancer là-dessus, mais est-ce qu'il y en a d'autres en MLS qui sont pas forcément connus en Europe? Je sais que souvent, quand on a des invités européens, et parfois ils nous parlent par exemple de Piatti ou de Valéry ou des mecs comme ça qui sont pas forcément connus en Europe. Est-ce que tu en as qui te viennent à l'esprit? Oui, c'est vrai. Les joueurs comme Valéry, ce sont des joueurs techniquement et très très forts. Après, si je devais t'en donner un, j'oublie son nom. Il était à Atlanta, milieu défensif, qui a signé Nagbe. Ouais, voilà. Darlington Nagbe qui a signé au Crew de Columbus cette année. Voilà. Donc si je devrais en donner un, je suis vraiment un fan de foot et
Et c'est vraiment, pour me comparer à des milieux de terrain, le milieu que j'aime regarder dans la ligue. Ouais, j'avoue qu'il casse les lignes, il est très très bon, que ce soit défensivement, offensivement, excellent. Il avait été excellent à Portland, après à Atlanta, et puis maintenant avec le Crew, on aurait aimé voir ce qu'il allait faire de nouveau sous les ordres de Caleb Porter. Malheureusement, on n'a pas de saison. Mais bon, on espère que on va remédier à ça très très vite. Et c'est bien que tu nous parles de Nagbe. Est-ce que pour toi maintenant, en voyant la saison, est-ce que Bruce Arena a identifié certaines équipes de la conférence Est qui, par exemple, pourraient vous poser problème? On sait, par exemple, que vous avez perdu au début de la saison à Montréal. Est-ce que Montréal, c'était une équipe qui était difficile à manœuvrer avec Thierry Henry? Après, Montréal, ça a toujours été une très bonne équipe et ça a toujours été compliqué contre eux, ça a toujours été un derby. Après, c'est vrai qu'ils ont eu l'arrivée de Thierry Henry qui leur a fait énormément de bien. Après, sans être chauvin, je pense que sur le long terme, on pourra faire la différence par rapport à eux. C'est vrai que chaque année, il y a un nouvel élan par rapport aux équipes. Je ne sais vraiment pas si Atlanta seront les mêmes cette saison ou New York FC ou que ce soit Red Bull. On verra bien, mais je pense que si on se concentre sur nous et de faire les choses bien, je pense qu'on pourrait être en haut. Et tu as signé assez jeune finalement en MLS, à 24 ans. Est-ce que tu vois pas mal de joueurs en MLS en ce moment qui partent en Europe? Est-ce que tu te vois un petit peu que tu as une chance pour faire la même chose et rentrer dans le vieux continent, ou tu penses plutôt rester en MLS en Amérique du Nord autant que tu peux? Après, mon but en venant ici, c'était de jouer, d'avoir la continuité, de prendre du plaisir et de grandir en tant que joueur. Après, on verra bien ce qui se passe. Tout joueur rêve de jouer au plus haut niveau possible. On verra bien si j'en aurai l'opportunité ou pas, mais c'est vrai qu'ici, je me sens vraiment bien. Parfait. Et puis, j'aimerais que si jamais maintenant, moi, je suis un joueur européen qui joue en Europe, puis j'appelle Wilfried Zaïbo et puis je te demande, Wilfried, parle-moi un peu de la MLS. Si jamais j'ai envie d'écouter juste la première ou les deux premières phrases que tu dis à ce joueur-là, qu'est-ce que tu dirais à propos de cette ligue-là? Je dirais tout simplement que ce que tu peux lire ou écouter en Europe par rapport à la MLS, c'est vraiment faux. La ligue, c'est vraiment une ligue compétitive avec vraiment beaucoup de joueurs talentueux et que c'est une opportunité de grandir en tant que joueur. D'accord, merci. C'est un peu, je crois, toutes les questions qu'on avait. Mais justement, pour continuer un petit peu avec ce qu'on a dit, est-ce qu'il y en a qui t'appellent ou c'est pas encore été le cas? Oui, il y a des joueurs qui m'ont appelé. Après, tu as aussi Carles Reed parce que on avait été à Valencia ensemble avec son frère qui m'avait appelé, qui m'avait posé à peu près les mêmes questions. Hein. C'est une vérité que la MLS, entre guillemets, au regard de l'Europe, n'est pas très bien perçue. Après, ceux qui parlent comme ça, et ce sont ceux souvent qui n'y ont pas mis les pieds ou qui se sont arrêtés il y a 7-8 ans, quoi. Oui, effectivement, parce que la MLS évolue d'année en année. Puis maintenant, même si tu parles de 7-8 ans, même il y a 2-3 ans, c'était pas le même niveau que maintenant. Ça évolue à vitesse grand V. Écoute, Wilfried, je veux vraiment te remercier beaucoup d'être venu te rejoindre à nous. C'était très, 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 très intéressant, je trouve. Tes réponses étaient vraiment magnifiques et j'espère que tu as aimé ça. Merci à vous. Hein. C'est toujours un plaisir de parler foot. Donc, surtout en français, ça fait du bien. Donc, pas de soucis. Ça fait changement, bien évidemment. Écoutez, tu es bienvenu quand tu veux, Wilfried. Ce serait vraiment magnifique de te revoir de nouveau, peut-être à un moment donné, durant la saison, peut-être avant les playoffs. En tout cas, on verra. Attendons voir ce que le confinement, jusqu'à quand le confinement va être prolongé. J'aimerais remercier, bien évidemment, tous les auditeurs de Culture Soccer d'être fidèles et de toujours nous écouter. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et bien évidemment, on sera prêt pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.